absolutely still. Especially it's based on movement. I've seen things you people wouldn't believe. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. You've seen these films. The eyes, Chico. They never lie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Colmat, l'émission cinéma qui comble les trous dans votre emploi du temps en vous conseillant des films à aller voir en salle. C'est le 12e épisode de ce podcast consacré au cinéma récent ou moins récent que l'on peut voir en salle et à la fréquence aussi intermittente que la filmographie de Todd Field. Aujourd'hui derrière les micros, Thibaut Noireau, et pour dire des bêtises dedans, Loïc Matos et Clément Colliot. Aujourd'hui, pour la première émission de 2023, et bonne année d'ailleurs, on revient sur deux des films qui ont marqué ce début d'année. Tar, faux biopic clair-obscur très actuel sur une chef d'orchestre réalisée par Todd Field, et Aftersun de Charlotte Wells, qui continue à faire couler les larmes de ceux qui ressassent leurs souvenirs d'été. On enchaînera avec des recommandations de films de patrimoine qui ressortent en salle, à savoir Naked de Mike Leigh, La guerre des mondes de Steven Spielberg, et même quelques petits mots sur Point Limite de Ciné Lumet. Et enfin, pour commencer 2023 en refermant 2022, on finira par vous donner nos petits tops des films de l'année écoulée. Tout à fait, donc on peut commencer par Tar. Musique. Non. Tar. Allez. You want to dance the mask, you must service the composer. You gotta supplement yourself, your ego, and yes, your identity. You must in fact stand in front of the public and God and obliterate yourself. 15 ans après son précédent film, Little Children, en 2006, Todd Field revient en force avec Tar. Porté par une Cate Blanchett au sommet de son art, on suit l'histoire de Lydia Tar, chef d'orchestre de l'Opéra Philharmonique de Berlin. Au début respectée et adulée de tous, les mauvaises décisions et les fantômes de son passé vont la faire chuter de son piédestal. Une forme de faux biopic, une étude complexe de personnages. Qu'as-tu pensé du film, Clément ? Ce qui est assez fascinant avec Tar, c'est cette espèce de climat qu'il instaure dès le début du film, et qui renvoie avec cette idée qu'on a introduite de faux biopic. Alors évidemment, donc, le personnage de Lydia Tar est complètement inventé, mais disons, si on rentre un petit peu néophyte dans la salle, le film peut faire illusion, parce qu'il a une sorte de précision, comme ça, de rigueur dans son dispositif, qui crée un sentiment de réalité. Même déjà dans sa bande-annonce et dans la communication faite autour du Tout à fait, le film joue moi le j'étais brouillage. convaincu que c'était un biopic. Et vraiment l'image du personnage réel, ancrée dans la réalité, qui tourne et qui a des inspirations de vrais personnages, qui travaille avec des musiciens que l'on connaît. On peut supposer peut-être que Todd Field a s'est inspiré de Stanley Kubrick pour cette espèce de précision formelle, puisque, rappelons-le, petite anecdote très naturelle dans la conversation, mais Todd Field joue Nick Nightingale, le pote pianiste de Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, donc vous l'avez peut-être déjà vu à cet endroit-là. Le personnage dans la scène de la serviette. De la serviette. Bien sûr. La magnifique scène de la serviette. Culte, tout le monde dit « Ah, la scène de la serviette ». Je m'en souviens encore. J'en ai encore les larmes aux yeux. Et donc, ce qui est assez intéressant dans Tar, c'est que il va proposer comme ça des images extrêmement claires. Il y a un côté presque transparent dans la façon dont il cadre, mais qu'au fil du film va venir s'introduire une forme d'étrangeté, de noirceur qui va quand même émerger. Donc ça, c'est je pense, la dimension un petit peu magnétique que ce film arrive à déguiser. Il commence comme ça avec une scène de masterclass de Tar où elle est interrogée devant un panel, elle raconte un petit peu ses exploits, le présentateur revient sur sa biographie. Donc il y a un côté extrêmement réel, ça pourrait presque être de l'ordre de la captation d'une vraie conférence donnée par une chef d'orchestre. Où d'ailleurs, le journaliste de la scène est joué par le vrai journaliste de New York Times. Et en plus, il cite des contemporains de Tar avec qui elle aurait travaillé, qui sont des vrais compositeurs, dont, et d'ailleurs c'est un petit peu amusant, la compositrice de la musique du film. Hildur Guðnadóttir. Je ne voulais pas me risquer à la prononciation. Qui est d'ailleurs aussi, au-delà de la compositrice du film, celle qui joue les partitions de cello, de violoncelle. Et ce qui est beau, c'est que, comme ça, au film du film, cette dimension un petit peu très cristalline des images, qui sont toujours très blanchâtres, un petit peu spectrales, avec assez peu de couleurs, et on est toujours dans des tons un petit peu blanc, gris, marron, brun. Il va revêtir un petit peu deux aspects. Le premier, c'est cette idée que le film a envie de parler de notre monde contemporain, et en particulier de la circulation des images, puisque c'est un petit peu tout ce qui va se passer dans le film, comme tu l'as dit. Il y a une sorte de scandale, c'est très post-MeToo, qui va venir éclabousser Lydia Tar. Il y a tout un jeu sur les images d'un de ses cours
qui sont remontées, découpées, etc. Il y a un côté comme ça, transparence des images, circulation, on arrive à voir à travers, à manipuler la réalité. Donc toute cette dimension-là est un petit peu prise en charge par cette espèce de netteté dans le film, c'est-à-dire on finit par presque tout pouvoir voir. Et pourtant, c'est un film qui aussi s'intéresse beaucoup au passé et qui a vraiment tout le temps cette ambivalence-là entre le présent, comme tu le dis, par le travail du numérique, le travail de l'image hyper clair, même le style esthétique, qui est du minimalisme, on pourrait même dire du post-minimalisme, avec les coupes des costumes que porte Lydia Tarr, ces environnements qui sont toujours très dépourvus d'affaires, qui sont toujours très épurés, et à l'inverse, beaucoup de fantômes qui passent leur temps à ressurgir du passé, qui est d'ailleurs un peu le thème qui va relier les deux films du jour dans Colmat, cette idée du passé qui revient, que l'on ne peut pas contrôler. Et dans Tarr, il s'intéresse à ce paradoxe qui est en même temps la volonté de faire revivre ces fantômes. C'est le travail du chef d'orchestre, d'essayer de trouver dans les partitions des grands compositeurs la façon de les faire revenir, de faire revenir leurs émotions, leur volonté de travail et de les réincarner. Il y a d'ailleurs cette scène où elle va jouer du piano pendant un cours d'un étudiant, où elle va montrer différentes façons de jouer du piano en jouant du Bach, pour montrer que l'interprétation joue beaucoup. Et que cette idée-là joue en même temps de cette beauté de faire revenir les émotions du passé, mais en même temps de ce danger de faire revenir des choses que l'on ne veut pas forcément revoir, et surtout de leur faire changer de forme. C'est ça qui est très beau dans le film, cette espèce de dimension un petit peu incantatoire de la musique qui va rappeler comme ça à la fois des figures très connues, on parle de Bach, de Mahler, mais aussi des fantômes du passé de Lydia Tarr elle-même, parce qu'il y a le souvenir d'une jeune femme avec qui elle aurait eu une relation un petit peu compliquée qui va ressurgir dans le film. Notamment, il y a une scène où elle joue du piano, et ça arrive plusieurs fois dans le film. Pendant le prolongement de la note qu'on entend au piano, elle va se tourner comme si ça avait appelé un fantôme dans la pièce. Oui, elle se tourne brusquement vers l'axe caméra, sans que ce soit justifié par un bruit ou par un plan. Et ça, c'est la deuxième dimension que je trouve très intéressante de ces images très, très blanchâtres, très épurées. En fait, on est aussi face à, complètement, comme tu l'as dit, un film de fantôme. Et pendant tout le film, Todd Field entretient cette idée que, en fait, Lydia Tarr elle-même est en train de devenir une sorte de fantôme. Et d'ailleurs, dans le dispositif de filmage du film, on a vraiment affaire à 4 types d'accroches, ou en tout cas de façon d'utiliser la caméra. On a le plan fixe, qui est évidemment le plan de la rigueur, le plan de la netteté, de la force, qui tient son cadre, qui sait exactement quoi filmer. On a la caméra épaule qui va accompagner les émotions du personnage de temps en temps. Et on a surtout le steadicam qui va incarner tous les mouvements de caméra du film. Et le steadicam, c'est ce mouvement fantôme par excellence. C'est la caméra qui bouge, mais qui n'est pas incarnée par un corps, contrairement à la caméra portée ou au travelling. C'est cette idée-là d'un regard omniscient qui peut suivre, qui peut accompagner, et qui incarne toujours cette forme de spectralité à travers plusieurs scènes. Par exemple, une scène dans un parc où Lydia Tarr va se mettre à entendre des cris qui ne seront jamais identifiés plus tard, et où elle va essayer de trouver l'origine de cette chose-là. Et l'idée un petit peu sous-jacente, c'est que Lydia Tarr, qui maintenant est une grande compositrice, mais qui va bientôt être rattrapée par des scandales un peu du passé, elle-même va finir par appartenir à cette longue lignée de fantômes, voilà, au destin discutable, mais aux œuvres pérennes. Et il y a plusieurs jeux de cadre dans le film comme ça qui vont filer cette idée, notamment un jeu à un moment avec des rideaux où c'est à peu près vers le milieu du film, enfin c'est un peu au moment de bascule un petit peu où Tarr commence un peu à chuter de son piédestal, comme tu disais, où la caméra se place de l'autre côté d'un rideau, donc elle est filmée à travers ce voile, il y a quelque chose comme ça. Et notamment plus tard, une scène où, alors sans trop dévoiler, même si c'est une sous-intrigue anecdotique, une personne qui décède dans l'immeuble où elle pratique la musique et qui est évacuée. Et donc Tarr se blottit dans un coin de la cage d'escalier pour pas frôler de trop près le brancard. Et ce faisant, en même temps, on va dire qu'elle entend un petit peu se protéger comme si elle avait peur d'être contaminée par la mort de ce cadavre, et en même temps elle est engloutie par le coin sombre de la pièce, comme si elle-même finalement allait appartenir à cette espèce de dimension fantomatique. D'ailleurs la fin du film, sans trop en dévoiler, file un peu cette idée qu'elle est au final plus que l'ombre ou le fantôme d'elle-même de la grande compositrice qu'elle a été. Au-delà de toute cette présence du fantomatique, je voulais aussi revenir sur la part un petit peu plus politique du film, où j'ai pu lire par-ci, par-là que le personnage était un personnage monstrueux, que le personnage était un très mauvais personnage féminin parce que violent, mais je trouve au contraire que c'est d'une pertinence assez rare que de voir ce personnage confronté tout le temps à des décisions d'un personnage de pouvoir.
j'ai pas l'impression qu'à aucun moment dans le film, on nous présente un personnage qui fait des choses pour des raisons cruelles. Typiquement, son assistante Francesca, qui espère obtenir le poste d'assistante chef d'orchestre, ne l'obtient pas et quitte son boulot à cause de ça. Sauf qu'on voit plusieurs scènes avant qui nous expliquent qu'à la base, elle pensait prendre Francesca, mais que pour éviter des remous politiques sur les accusations dont elle fait l'objet, elle décide de prendre quelqu'un d'autre. Ou le cours qu'elle donne à l'école accordéon, qui pourrait être vu comme une forme de violence, mais en fait, ce que dit le personnage est hyper pertinent et elle refuse qu'on associe uniquement à un grand compositeur son genre et le comportement qu'il avait dans le passé. Parce qu'évidemment, sa musique et ses compositions transcendent. En plus, au début du film, elle parle de la place des femmes dans le milieu de la musique. Elle dit que c'est important, que les choses s'améliorent, qu'elle a envie de créer une école où les classes sont mixtes pour arrêter de faire des cours avec que des hommes et que des femmes. Donc elle essaye aussi d'améliorer ces choses-là. Et là où on pourrait se poser la question, c'est surtout sur le centre de l'accusation dont elle fait l'objet, qui est ce personnage de Christa, qui est l'ancienne étudiante qui va se suicider pendant le film. Mais ça aussi, c'est une zone qui est tout à fait floue. On ne sait pas exactement quels sont les rapports entre les deux. La seule chose que l'on sait, c'est que Tar a envoyé des mails à tous les orchestres pour lui dire de ne pas l'intégrer. Mais on la voit à plusieurs moments dans le film parler du fait qu'elle ait été harcelée en fait, par cette jeune femme qui était en admiration d'elle. Et on la voit à des moments parler de ça à des gens, par exemple à son ancien professeur, et lui demander « Est-ce que toi aussi, à ton époque, il y a ton comportement qui a été mal compris par une de tes étudiantes ?» Et donc, c'est toujours une forme d'ambivalence qui est dans ce jeu-là. C'est pas du tout un personnage cruel, ni juste violent, c'est un personnage humain, et qui doit se retrouver avec le pouvoir entre les mains. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est ça qui est beau quoi, dans cette idée un petit peu de transparence de l'image, c'est que mais c'est un peu le paradoxe fertile de beaucoup de films de l'ère numérique, en particulier des polars, cette idée que, en fait, on a l'impression de tout voir avec une précision hors norme, mais finalement, ça fait d'autant plus ressortir les zones d'ombre impénétrables, quoi. Et ce personnage de Lydia Tarr, il est très intéressant parce qu'il est très trouble. Comme tu l'as dit, c'est elle-même une femme lesbienne. D'ailleurs, au début, pendant la conférence, elle met un peu un frein à cette idée que parce qu'elle est une femme, elle doit forcément devenir un emblème des femmes qui réussissent dans la société, etc. Elle nuance tout ça, donc c'est assez intéressant, d'autant plus qu'à ce moment-là, le film a un style extrêmement... alors pas du tout un style documentaire, mais disons, la restitution de la parole fait un peu comme ça office de... Voilà, quelque chose qui est très ancré dans le réel. Et en plus, le film a la grande qualité, je trouve, de ne pas du tout lâcher son personnage. C'est-à-dire que, effectivement, plus le film avance, plus on se pose des questions sur son comportement. Et voilà, le film ne résout jamais tout à fait, donc on est un petit peu dans le doute. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait excuser. Il y a une partie vers la fin du film que j'apprécie un tout petit peu moins, où Tar se replonge un petit peu dans son passé, donc il y a un côté un peu plus comme ça. Le film s'enfonce un peu plus dans le drame, mais en même temps, ça m'a plu que le film ne lâche pas son personnage, quoi. Effectivement, il est tout à fait possible qu'elle se soit rendue coupable d'actes condamnables, mais c'est pas une raison pour détacher totalement notre empathie et que le film se désavoue en plein milieu. Et pour revenir donc encore une fois sur ce paradoxe un petit peu de la transparence, il y a la scène donc, que tu as évoquée où elle donne un cours qui est filmé. Donc là, on retrouve cette idée d'un cadre extrêmement précis pendant un très long plan séquence. Alors je sais pas exactement combien de temps ça dure, mais ça peut être de l'ordre des 10 minutes, voire peut-être un peu plus. Mm-hmm. Et donc on suit son débat avec un étudiant en plan séquence. D'ailleurs, je trouve que c'est un plan séquence assez élégamment fait, puisque il est suffisamment composé de cadres dans le cadre, si on peut dire, de moments où le cadre s'arrête pour qu'on oublie qu'on est dans une sorte de plan séquence qui pourrait être extrêmement virtuose et performatif chez d'autres cinéastes. Et évidemment, l'idée est double. Non, on a toute la scène, donc on a l'impression d'avoir accédé à un petit peu la vérité de ce moment, mais plus tard, on voit que cette scène, en fait, a été filmée et redécoupée, et on a déformé les propos de Tar, scène qu'on voit plus tard sur un écran de téléphone. Donc il y a toute une dimension comme ça entre le temps long, la transparence, toutes ces dimensions qui se mêlent, c'est assez intéressant. Et ce qui est aussi beau dans le film, c'est qu'il arrive toujours à trouver des petites choses, des petits détails qui vont ensuite prendre de l'ampleur. Et c'est ça qui m'a personnellement donné envie de voir le film une deuxième fois, pour me rendre compte de toutes les choses que j'avais pu rater. Pareil pour toi, Clément, tu l'as vu 2 fois. Et il y a par exemple un personnage qui à un moment dans le film dit que Schopenhauer mesurait l'intelligence des gens selon leur sensibilité au bruit. Et ensuite, on a, pendant le reste du film, le personnage de Tar qui devient de plus en plus sensible aux petits bruits. Plusieurs fois dans la nuit, elle va se réveiller parce que le bruit de son frigo la dérange. Ou à un moment, juste le bruit de sa portière de voiture qui frotte contre l'air va la déranger. On va avoir un gros plan sur ça. Et c'est toujours ce genre d'ambiguïté.
Est-ce que cette hypersensibilité-là renvoie à l'intelligence, ou justement, plus on est sensible, moins on est intelligent? Et c'est ça qui va l'amener à sa perte. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il est encore en salle, et si vous ne voulez pas le rater, allez-y, parce qu'il vaut mieux tard que jamais. Ah, mais t'as mieux réussi que moi qui essaie d'en caser une tout à l'heure. Mais d'ailleurs, on peut demander, en tant qu'amateur de musique, son de avis clarinette. à Thibaut. Il a dit qu'il était très convaincu. Là, je répète si jamais le micro était trop loin. Excellente analyse, il a dit d'ailleurs. Bon, à Thibaut, on va être obligé de Même couper. Kate Blanchett. Attends, j'ai un appel de Kate Blanchett, je reviens dans 2 Je coupe secondes. tous ces compliments après au montage, Thibaut. On peut donc passer à notre deuxième film du jour, After C'est le Sun, deuxième film de fantôme. deuxième film de fantôme. You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Done it all and you can too. Pour son premier long métrage, Charlotte Wells nous emmène dans un voyage mémoriel. After Sun raconte les vacances de Sophie, 11 ans, et de son père Callum, bientôt 31, ensemble le temps d'un été dans un hôtel en Turquie. Entre moments de complicité et vide à combler, ces vacances douce amère révèlent peu à peu le regard nostalgique d'une fille sur sa propre jeunesse et sur les tourments intérieurs de son père. Une nostalgie qui t'a complètement gagné, Loïc. Tout à fait. Et j'aimerais commencer par préciser que Charlotte Wells, en tant que fille d'Orson Welles, a en fait eu l'héritage. Elle a enlevé un E pour brouiller les pistes, mais tout le monde l'a vu. C'est un film surprenant parce que ça a été coproduit par Mubi aux États-Unis. C'est un film à tout petit budget et en fait qui a beaucoup plus fonctionné qu'attendu. Il a été distribué dans assez peu de salles, mais en fait toutes ces salles-là ont fait énormément d'entrées. C'est pour ça qu'en France ou à Paris, on ne le voit pas forcément partout, alors que c'est un film qui a un grand succès. Et un grand succès, pas pour rien, parce que le film est plein de petites idées simples et de petites idées élégantes qui permettent à son petit format, son petit contexte et sa petit pas dans le sens pas intéressant, au contraire vraiment dans le sens simple, d'être très émouvant. Comme tu l'as dit, c'est un film qui est vraiment sur la nostalgie, qui est vraiment sur le retour au passé et l'essence des souvenirs. On a été nombreux à grandir, à vivre dans des environnements en vacances avec nos parents et à vivre plein d'événements comme ça, comme dans ce film-là, qui sont des choses tout le temps simples du quotidien. C'est jouer au billard à côté de la piscine, c'est tout simplement prendre un petit verre le soir devant le petit concert. Et c'est tous ces moments-là que l'on vit souvent, en tout cas quand on est enfant et quand on est jeune, souvent par notre prisme. On est concentré sur nous, sur nos émotions. Évidemment, on est avec nos parents, on est avec nos proches, nos amis, mais on est vraiment centré sur ce que l'on vit nous. Et ce que le film propose de faire, c'est de revenir sur ces moments-là que le personnage a vécu, mais que par extension nous avons vécu, et de se demander, ok, mais comment se sentaient nos proches à ce moment-là? Comment surtout se sentaient nos parents? Et le film propose cette idée-là que le personnage de la petite fille, qui regarde en fait les images qu'elle avait filmées au moment de ces vacances-là, qui ont l'air d'être les dernières vacances qu'elle a passées avec son père, se demande comment son père se sentait à ce moment-là, est-ce qu'il était malheureux, qu'est-ce qui a fait que c'était les dernières vacances qui s'est passées ensemble. Le film ne donne pas vraiment de réponse si le père s'est suicidé après, s'il a juste disparu, on ne sait pas vraiment. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'elle l'imagine très mélancolique, elle l'imagine très triste, alors que tous les moments où il est avec elle, il est souvent très gentil, très tendre, il essaye de prendre soin d'elle, et c'est cette ambivalence qui va vraiment intéresser la réalisatrice. On retrouve d'ailleurs cette idée d'une sorte de reconstruction un peu parcellaire d'un personnage par beaucoup de jeux de décadrage dans le film, ou alors des compositions de plans qui vont vraiment séparer les deux personnages dans deux espaces distincts, pour toujours acter cette espèce de... On essaie de reconstituer quelqu'un d'autre à partir de nos propres souvenirs, donc il y a une dimension toujours qui va nous échapper comme ça. Et moi je pense que c'est ce qui m'a le plus plu dans le film, quoi, c'est cette espèce de toile mémorielle que constitue Charlotte Wells. Je suis un tout petit peu moins emballé que toi sur le film pour donner mon avis très succinctement. Je trouve peut-être un peu long, un peu appesanti. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scènes ou de plans qui ne développent rien d'autre que leur simple existence pour participer à un sentiment mélancolique, on va dire. Ceci mis à part, j'aime assez notamment la façon dont le montage du film va construire cette espèce d'impression de quelque chose qui appartient au passé, qui est de l'ordre du souvenir un petit peu diffus, notamment l'usage de fondus enchaînés qui vont nous permettre de transitionner entre les espaces à travers des petits détails. Il y a cette idée un peu
d'association d'idées libres qui se formeraient dans la tête de quelqu'un qui essaie de recomposer toute une petite époque de son passé, notamment lorsqu'on utilise les parapentes dans le ciel qui se reflètent dans la piscine pour passer d'un espace à un autre. Il y a cette idée comme ça de passer souvent par des petits détails, d'utiliser en fait les moments de creux plutôt que les moments les plus marquants, parce que pris dans cette espèce de matière du souvenir, en fait on va pas forcément restituer les choses à leur intensité de l'époque, quoi. Ce qui nous reste, c'est parfois, notamment j'aime beaucoup ce plan, juste cet instant où on était allongé sur un lit et on voyait le plafond et du coup la caméra se met à l'envers. Mais je pense que justement, le projet du film, c'est de s'intéresser à ces moments de flottement, ces moments où il se passe pas grand-chose, parce que des vacances en Turquie qui sont vécues avec un père et une fille sont pas forcément l'espace de 1000 rebondissements, de 1000 émotions fortes, c'est surtout l'espace du temps long qui s'étale, où on se repose, où nos corps restent allongés sur les transats, et juste on passe du bon temps. Juste on se repose, on se baigne dans la piscine. Il y a quelques temps forts quand même, qui permettent au film de garder une sorte d'intensité, mais c'est pas là les moments les plus beaux, je trouve. Et il y a cette idée aussi dans le film de revenir sur des images filmées au caméscope, que le personnage aurait donc filmé à l'époque avec un caméscope que son père lui avait offert, et de partir de ces images-là pour ensuite revenir au moment où, tac, elle a fermé le caméscope, et qu'est-ce qui s'est passé dans le reste de ce moment-là. C'est aussi cet effort-là elle a les images qu'elle a filmées, elle essaye de se remémorer le reste. Typiquement, le premier plan du film est assez subtil et sublime, où on est sur un écran où on regarde des images filmées au caméscope et on voit très subtilement le reflet de la femme qui regarde les images qu'elle avait filmées il y a 20 ans pour nous faire déjà ressentir cette présence du souvenir et de re-regarder des choses du passé. Et plus tard dans le film, on va revoir ce même moment, le moment où elle avait filmé les images du début, j'entends, cadré différemment, où cette fois-ci, on va pouvoir surtout voir qu'est-ce que c'était que de vivre le moment présent de cet enregistrement, tout en, malgré tout, restant assez éloigné de ça. On voit l'écran sur lequel est retranscrit les images qu'elle est en train de filmer, et seulement dans un bout de miroir, les personnages en train de filmer, en train de vivre leur interaction. C'est très beau la façon dont le film réinvestit notamment alors soit ces images-là, soit une autre photographie qui arrive plus tard, avec l'idée que on sent dans la matière de ces images qui sont donc tournées avec une caméra DV ou HD un peu de mauvaise qualité, on va sentir la distance qui s'est créée entre ces images et le regard du présent. Notamment, il y a un plan où, donc là, cette fois, c'est le père qui filme sa fille qui est en train de dormir, je crois. Et plus il zoome sur l'image, en plus c'est assez sombre, donc l'image est très dégradée. Et il y a plein d'artefacts qui arrivent un petit peu comme si des termites mangeaient l'image de ce souvenir, quoi. Il y a plusieurs idées comme ça qui sont assez belles dans le film, et notamment plus tard, un Polaroid qui est fait du père et sa fille. On voit le Polaroid qui est en train d'apparaître, parce que voilà, il y a un petit délai pour que l'image s'affiche complètement, mais il y a une sorte d'ambivalence dans ce plan, puisqu'on peut aussi avoir l'impression que l'image est déjà à demi fanée. Il y a aussi un jeu très ludique avec la musique dans le film, et avec les souvenirs comme ça qui peuvent être accrochés à des éléments un peu proustiens, un peu de Madeleine, quoi, où il y a eu cette musique-là qui lui rappelle exactement ce souvenir-là, cette idée-là. Et on a, pendant un petit peu tout le film, des petites séquences de danse dans une boîte de nuit qui reviennent, des sortes d'images qu'on n'arrive pas vraiment à interpréter, si c'est du rêve, si c'est quelque chose de réel, où le personnage de la femme voit son père danser de loin. Et ce que moi j'y vois, vu qu'à la fin du film, cette séquence revient en étant plus appuyée, et cette fois-ci pas en silence, mais accompagnée de la musique Under Pressure de Queen et Bowie, ce que j'imagine, c'est que en boîte de nuit, elle a entendu cette musique-là, et qu'en fait, c'est cette musique-là qui lui a rappelé les souvenirs de sa dernière danse avec son père le dernier soir avant de partir de l'hôtel en Turquie, et qui ont commencé à construire toute cette matière-là. Après, il y a aussi un autre jeu qui pourrait un peu, entre guillemets, justifier ce renvoi, c'est que on comprend que le moment depuis le présent duquel elle regarde ces images du passé, c'est le moment où elle a l'âge que son père avait au moment de ses vacances. Donc il y a une sorte aussi un petit peu de double regard nostalgique qui est assez beau, puisqu'on voit que le père lui-même, qui, on le devine, a eu sa fille très jeune, quand vient son anniversaire, il a une sorte presque de regard déjà mélancolique sur sa propre existence à lui, quoi, comme s'il n'aurait jamais imaginé faire ça, il était lui-même pas préparé, et donc ça participe à cette espèce de couche. D'ailleurs, alors évidemment, le montage final, avec notamment la scène que tu décris, est très très beau. Moi, ça m'a vraiment emporté. Et il y a ensuite
une image où vraiment là on rentre définitivement, on va dire, dans le présent, qui se fait à l'occasion d'un panoramique circulaire qui accompagne comme ça la résorbation de l'ellipse, si on peut dire. Et c'est quand même très élégant. Ce qui est vraiment formidable en plus dans le film, c'est évidemment les acteurs. On n'a pas forcément parlé de Cate Blanchett tout à l'heure pour Tar, mais bon, je pense que les choses sont un peu évidentes là-dessus. C'était peut-être un des trucs les plus commentés du film. Voilà, c'est ça. Alors que là, il y a vraiment une complicité qui se crée. Moi, je doute pas une seule seconde du rapport qui s'est créé pendant le tournage des deux acteurs. Et je vois un père et une fille, et je vois dans les émotions qui se rendent, rien que par les regards, par leur tendresse dans leur corps, je ressens des échos à mon vécu et à des choses qui forcément m'émeuvent. C'est assez élégant aussi, la façon dont alors le paysage de Turquie, on le voit assez peu, mais disons, tous les espaces qu'on croise sont presque remodelés sur le mode de l'espace mental, quoi. Il y a notamment ce plan au début du film qui donne un peu la clé, un petit peu, je pense, de l'envie de la mise en scène, de l'ambiance du film, où la fille au premier plan s'endort, et on a son père qui est sur le balcon, qu'on voit donc à travers une vitre, et voilà, il y a cette idée que c'est par cette espèce de plonger dans son propre esprit qu'on va essayer d'éclairer un personnage qui est de toute façon dans un espace autre et qu'on n'arrivera jamais tout à fait à toucher du doigt, qui revient un petit peu dans une des images plus tard dans un magasin de tapis, qui a vraiment un très beau plan où donc le père visite un magasin de tapis, hésite à en acheter un et explique que le vendeur lui a dit qu'en fait chaque tapis racontait une histoire, et donc il est assis comme ça avec plein de tapis autour de lui qui sont rangés comme si c'était tout un tas de souvenirs auxquels on avait envie d'accéder, qui nous entouraient complètement. J'avais presque l'impression d'être dans Vice Versa, dans cette sorte de bibliothèque avec toutes les petites boules jaunes de oui, souvenirs. C'est ça, exactement. Et de pouvoir juste tirer un tapis, de voir l'ornement et de m'imaginer les gens qui avaient vécu avec. Bien sûr, c'est deux magnifiques recommandations de films un peu fantômes. On va passer au film de rétrospective. Et Loïc, toi, tu vas me parler de Naked, de Mike Leigh. Tout à fait. What is a proper relationship? Living with someone who talks to you after they've bonked you. Are they both the same size, or is one bigger than the other? Donc je vais vous parler du film Naked de Mike Leigh, sorti en 1993, qui a reçu à l'époque 2 récompenses au Festival de Cannes, donc le prix de la mise en scène et le prix du meilleur interprète masculin pour David Thewlis, que vous connaissez surtout pour le rôle de Lupin dans Harry Potter, mais qui a en fait une longue et grande carrière derrière lui, à travers notamment le cinéma de Mike Leigh et le cinéma britannique en général. Ce cinéaste-là, c'est un cinéaste qui a une façon très intéressante de travailler la matière des acteurs, qui a une approche de l'écriture très unique. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a un concept, il a un pitch, il sait déjà un petit peu les personnages qu'il veut avoir. Donc il trouve les acteurs pour incarner ces personnages-là, dont il ne sait pas encore grand-chose, et ils vont faire un ensemble de répétitions. Aucun scénario n'est écrit, juste les personnages sont un peu composés avec les acteurs, il les met ensemble dans une scène. Toi tu es ça, toi tu es ça, toi tu es ça. Il laisse les acteurs faire. Il prend des notes pendant la répétition, il se dit « Ok, cette phrase-là elle est bien, on la garde. Cette phrase-là elle est bien, on la garde. Cette phrase-là elle est bien, on la garde. » Il garde les quelques phrases qui ont constitué cette répétition, il recommence. Et au fur et à mesure de ce travail-là, il écrit un scénario qui est un ensemble de toutes ces répétitions-là, qui ensuite va rester dans le marbre et qui va être appris par cœur par les comédiens pour être joué. Et donc on a toujours un cinéma qui est hyper humain, qui est très très proche des ressentis, des émotions, qui est pas du tout un film à scénario, entre guillemets, où il va y avoir beaucoup de péripéties, une évolution construite, mais des character studies, quoi. Et là, c'est vraiment ce qui est fascinant dans ce film-là. On suit un personnage qui est totalement ravagé, totalement détruit. D'ailleurs, la première scène du film nous le présente en train de commettre un viol dans les rues de Londres. Et ensuite, de trouver refuge chez l'une de ses ex, parce que c'est un peu un SDF, il n'a pas vraiment d'endroit où aller vivre. Et c'est un peu comme une sorte de Travis Bickle qui vivrait juste sa vie de tous les jours et qui se mettrait à philosopher. Ce personnage-là donc va rester d'abord dans l'appartement de son ex, va discuter, philosophie, parler un peu de son ressenti sur le monde, de son approche de la vie, avant de partir errer dans les rues de Londres et chercher un sens de nuit dans cette ville-là. La lumière du film de Dick Pope est très intéressante, parce qu'à l'époque, c'est les années 90, dans les débuts, et c'est le moment où on s'intéresse beaucoup au procédé sans blanchiment. Et donc on a une image qui est qui a des noirs très profonds, de cette sorte de Londres crépusculaire,
dans lequel le personnage va chercher des différentes rencontres, comme si c'était une forme de d'odyssée dans les rues de Londres, d'un personnage ravagé par l'alcool, par le désespoir, même par le mal en soi, parce que le personnage est vraiment mauvais, manipulateur, méchant. Et cette sorte de suivi comme ça, tout du long de ce personnage-là, dont on comprend qu'il ne sait pas où aller, qu'on comprend qu'il ne sait pas quoi faire, malgré qu'on ne l'aime pas, il y a cette sorte de double attachement qui est en même temps un geste de répulsion et d'attraction, qui fait du film un véritable ovni à mes yeux. C'est quelque chose... En fait, c'est rare que pendant un film, vraiment, je pense ne pas aimer le film. Tout du long, je passais un mauvais moment d'accompagner ce personnage-là, de le suivre, d'être dans ses pas. J'avais pas envie d'être là. Et en sortant, j'ai pas pu arrêter d'y penser pendant des jours, des semaines, et de passer mon temps à me poser ces questions-là sur ce qu'il avait pu dire, penser, à quels endroits en fait je me rapprochais de ce personnage alors que j'avais pas forcément envie. Et le fait de passer, comme je l'ai expliqué au début, par la méthode Mike Leigh, ça fait que les personnages jouent exceptionnellement bien, enfin les acteurs jouent exceptionnellement bien, et sont d'une humanité. On y croit. On croit à l'existence de ce personnage-là, à tous ses doutes, à toutes ses déceptions. Et on a un peu envie de le comprendre. C'est ça qui est horrible. On commence à accompagner ce personnage alors qu'il viole une femme, et on finit par avoir de la compassion. C'est une étrange sensation que de regarder ce film, qui à l'époque avait déjà fait un peu scandale, mais qui avait beaucoup fasciné à Cannes, et qui ensuite a permis à Mike Leigh de continuer à percer dans le cinéma, et notamment d'avoir quelques années plus tard une Palme d'Or pour Secret et mensonge. Que tu recommandes également ? Que je recommande également, comme la majorité de la filmographie de Mike Leigh, à vrai dire, qui est vraiment un cinéaste intéressant et qui s'intéresse à l'humain beaucoup plus que beaucoup de cinéastes. Finalement, tu peux dire que François Truffaut avait tort. Ça existe, le cinéma anglais. Ah, mais François Truffaut, s'il a dit ça, il est bête. Je pense qu'il était mort déjà. décédé avant que Mike un peu mort. fasse des films. Et j'ai oublié de préciser que le film passera donc à la Cinémathèque le vendredi 10 mars à 17h15. Oui, c'est pas le soir, c'est pas le week-end, donc c'est pas forcément évident. Mais vous n'avez pas prenez d'excuse, votre en fait. vendredi. Vous Voilà. dites, Prenez le un week-end, jour de congé. Vous avez un le jour de week-end congé de par 3 mois. jours. Prenez-le pour Naked. Et vous le direz à votre patron. Non, mais vous comprenez, c'est un film sur un violeur. Moi, ça me passionne. Je me suis beaucoup identifié au personnage. Voilà, c'est Voilà. un film autobiographique quasiment. Voilà, vous le direz tout ça. Et Les Bressons, la blague. Je sais pas si on peut la garder. Bon. Et donc toi, Clément, tu vas nous parler de 2 films, parce que une fois n'est pas coutume, tu aimes briser les règles en fait. Je suis disruptif tout simplement. J'étais manifesté hier et maintenant je fais 2 films au lieu d'un. Voilà, je brise les codes en fait. Personne manifeste pour ça. Et non, en fait, disons que c'était dur de choisir parce que vu qu'on a réduit la fréquence des épisodes de Colmat, il y a beaucoup de films du passé dont on aimerait parler et qui passent un petit peu sans qu'on puisse s'y attarder. Là, il y a notamment la rétro Fritz Lang à la Cinémathèque. C'est vrai. Toute une attention au cinéma italien des années 60-70, aux écoles Cinéma Club et à la Filmothèque, dont j'aurais aimé parler. Aux écoles, il y a également une petite rétro Ciné-Lumette, et je me dis que j'allais quand même vous toucher quelques mots de Point Limite. Alors, je sais pas s'il passera encore aux écoles quand cette émission sortira, mais il est prévu, il est programmé à la Cinémathèque le 8 mars, qui est également le jour, alors il faudra peut-être choisir malheureusement, où la Filmothèque passera Anabi de Takeshi Kitano, dont on vous a déjà parlé dans une précédente émission et que je présenterai d'ailleurs. J'espère que vous prenez des notes. Prenez bien des notes. Agendas. 8 mars, Filmothèque. Et puis, si vraiment vous êtes raciste des Asiatiques, vous irez voir Point Limite. Tant mieux pour vous. Voilà, c'est c'est des bons Américains. C'est Henry Fonda. Exactement. On est à l'aise. En fait, Point Limite, donc j'en parle rapidement avant d'attaquer La Guerre des Mondes de Spielberg, donc je parlerai après. Mais c'est un film que Lumet réalise en 64 et qui témoigne vraiment du climat des années 60, qui sont une période très étrange pour Hollywood, qu'on sent que la machine se grippe, c'est-à-dire que les films classiques ne fonctionnent plus, mais on n'est pas tout à fait dans le nouvel Hollywood qui va démarrer plutôt à la fin des années 60. Et voilà, c'est une période que la revue et corrigée, pas facile à dire, appelait le Hollywood Breakdown, c'est-à-dire que les codes hollywoodiens commencent à s'effriter, mais il n'y a pas vraiment la relève d'une sorte d'élan de liberté de la jeunesse. Et Point Limite, c'est un film qui parle de la peur du nucléaire, qui est parfois décrit comme une sorte de Docteur Folamour, mais premier degré, puisque c'est l'histoire d'une alerte atomique et d'un lancement de bombe qui se déclenche par accident à cause d'un dérèglement de la machine informatique qui gère ces choses-là. Et c'est les échanges et presque le contre-mécanisme des négociations humaines qui vont essayer de se faire le plus précis possible, qui vont essayer d'endiguer tout ça. Et donc c'est un film passionnant, parce que
les rouages qui se grippent de la machine nucléaire font écho à la fois à la politique du pays et à l'état du cinéma classique américain de cette période-là, et qui contient des scènes prodigieuses, notamment des plans très longs où Henry Fonda, qui joue le président des États-Unis, qui est évidemment appelé aussi pour sa stature, puisqu'il a déjà joué Lincoln et tant d'autres rôles un petit peu héroïques, va essayer de négocier avec le président russe pour, sans trop dire ce qui se passe, mais voilà, régler cette situation de crise. Et c'est des longs échanges en plan séquence avec cette idée de il faut agir maintenant, quoi. Il faut prendre la bonne décision. C'est le moment où tout se joue, et ça crée une sorte de crescendo au fil du film qui est absolument bouleversant. Donc je vous recommande de le regarder. You believe this, Ray? Every single car. Oh, I've never seen that many strikes of lightning in one spot. You hear that? There's something down there, and it's moving. Mais voilà, après ces brèves recommandations, je vous parle donc de La Guerre des Mondes, puisque comme vous le savez, et vous frétillez d'excitation, en vrai non, tout le monde avait déjà vu le film en avant-première, mais le 22 février sort The Fabelmans, le dernier film de Steven Spielberg, qui est un chef-d'œuvre, on vous en reparlera peut-être, mais voilà, je vous le dis d'emblée. Et à cette occasion, il y a 2 cinémas qui vont faire une rétrospective Steven Spielberg. Le Max Linder qui fait une rétrospective un peu plus réduite où je crois que chaque film passe une seule fois, et surtout le Grand Action qui va vraiment passer alors quasi l'intégralité, à de rares exceptions près, de la filmographie de Steven Spielberg. À part les Indiana Jones, malheureusement. À part les Indiana Jones, c'est vrai. Et il en manque un ou deux autres, je crois qu'il y a Minority il y a Report. pas, il y a pas Always, il y a pas Duel, je crois, qui manque aussi. Bref, mais c'est l'occasion de se replonger un peu plus précisément dans la filmographie de Spielberg. Alors, le paradoxe un petit peu de Spielberg, c'est qu'il est à la fois adulé et une superstar vraiment au rang des réalisateurs, et un cinéaste paradoxalement un petit peu sous-estimé par une partie du public, notamment du public cinéphile. Alors évidemment, Spielberg, c'est le maître du divertissement, mais c'est aussi un très très grand cinéaste de l'état du monde et de l'Amérique. Et c'est notamment le cas de plusieurs films qu'il va faire un petit peu au tournant des années 2000, qui sont des années particulièrement riches et productives chez Spielberg, puisqu'il va enchaîner en l'espace de 3 ans, si je me trompe pas, Minority Report, Munich, qui est aussi un film un petit peu moins connu, mais exceptionnel, et vraiment un de ces films où la veine politique se sent le plus, et le film dont je vais vous parler, donc La Guerre des Mondes, qui sort en 2005, avec Tom Cruise évidemment dans le rôle titre. C'est le deuxième film qu'il fera avec Cruise après Minority Report, et qui est un film, à mon sens, un petit peu étonnamment déconsidéré par une partie des gens qui l'ont vu, et je pense que c'est vraiment un des plus grands films que Spielberg a pu faire dans sa carrière. Évidemment, c'est un film qui parle du 11 septembre, qui est arrivé quelques années avant, et que le film va remettre en scène de façon allégorique. Et ce qui, moi, me frappe le plus avec La Guerre des Mondes, c'est que c'est, je pense, avec Munich, probablement, un des films les plus pessimistes de Steven Spielberg. Ce qui peut sembler paradoxal au vu de la fin du film, que je vais pas dévoiler, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard, qui est une des raisons pour laquelle les gens, parfois, à mon sens à tort, n'aiment pas le film. Contrairement à la liste de Schindler, qui est plutôt un film alors qui est un film évidemment très violent, mais qui est plutôt un film de survie, où d'ailleurs la mise en scène de Spielberg se heurte un petit peu à ce qu'il ne peut pas représenter. La Guerre des Mondes, c'est vraiment un film qui va au bout de la logique de destruction qu'a représenté pour Spielberg le 11 septembre, au sens où il va vraiment attaquer un à un tous les symboles de la mythologie américaine. Alors, je vais pas résumer le film, mais tout est un peu dans le titre. Des aliens vont arriver et commencer à massacrer la population terrestre, et on va suivre une famille, qui est celle de Tom Cruise, père divorcé avec ses 2 enfants, qui va essayer de survivre à travers tout ça. Et pendant leur périple, le film va continuellement un petit peu casser les piliers de la mythologie américaine. Pas anodin d'ailleurs à ce titre-là que la première chose qui se brise à l'arrivée des aliens, ce soit la façade d'une église. Donc hop, ça c'est fait. Il y a évidemment toute la question de la famille qui va être remise en cause, puisque Spielberg va, dans une scène un peu plus tard dans le film, jusqu'à écorcher un petit peu la figure du père de famille, qui va être réduit à faire quelque chose d'extrêmement violent, sans trop en dévoiler. On a évidemment un peu la question de cette espèce de bellicisme forcené qui dans le film est traité par, d'une part, le personnage de Tim Robbins, qui joue une sorte un peu d'allumé dans sa cave, qui veut à tout prix se venger des aliens et partir à la guerre, quand bien même c'est voué à l'échec, et face à l'impuissance de l'armée américaine, qui se retrouve complètement incapable de faire face à la menace alien. Et enfin, il y a une image dans le film qui synthétise ça et qui ne le trompe pas. C'est un moment où les personnages, pendant leur lente fuite hors des villes
qui sont les plus touchés, vont croiser un train en feu, symbole ultime, on va dire, de l'échec d'une forme de rêve américain. Et il y a, je pense à ce titre, une des scènes les plus glaçantes vraiment de toute la filmographie de Spielberg, peut-être la plus terrible dans ce film, qui est une scène qui met en scène, on va dire, une sorte de mouvement de foule de plus en plus violent. Et Spielberg disait lui-même que voilà, il y a rien de pire qu'une foule en colère dans ce bas monde. Et d'ailleurs, dans cette idée de faire des parallèles avec le 11 septembre, la première attaque des aliens est tout à fait révélatrice, puisque il y a notamment donc cette idée que les individus vont se faire désintégrer. Alors c'est extrêmement violent, et d'ailleurs Spielberg touche peut-être beaucoup plus dans ce film-là que dans la liste de Schindler la portée un petit peu symbolique de l'extermination, avec les personnages qui sont comme ça désintégrés, leurs vêtements flottent, il y a une pluie de cendres qui rappelle voilà, très frontalement le 11 septembre, et en même temps fait des échos à d'autres tragédies passées. Et il y a notamment une idée exceptionnelle dans un des plans du film, qui est que les premiers morts sont vus à travers l'écran d'un petit caméscope qui est tenu par l'un des personnages. Et là, on peut même se dire que toute l'identité visuelle du film, donc la lumière évidemment de Janusz Kaminski, avec qui Spielberg travaille depuis justement 93, la liste de Schindler, va en fait peut-être avec des choses qu'on lui connaît, comme les ciels extrêmement surexposés, comme ça des gros contrastes dans l'image, en fait peut-être émuler un petit peu cette image des caméras qui ont pu capter à l'époque les événements du 11 septembre. C'est un film comme ça qui est extrêmement glaçant, et si vous avez l'impression que le film se termine sur une note étrangement positive, ce qui est un peu le cas de précédents films de Spielberg, je pense à la fin de Minority Report par exemple, qui est juste avant, il faut pas oublier quel est le parti pris de Spielberg pour ce film, puisque même si La Guerre des mondes s'inscrit sur le papier dans le registre du film catastrophe, c'est un film catastrophe bien particulier, qui est par exemple aux antipodes totales des films catastrophes qu'a pu faire Roland Emmerich, où on suit le président des États-Unis, des généraux, des scientifiques qui vont agir comme ça pour essayer de résoudre le problème à une échelle globale. Là, dès le début du film, Spielberg nous annonce que c'est bien à l'échelle de l'individu que tout va se jouer. Et d'ailleurs, il y a une sorte de double mouvement qui est très révélateur en début de film. Il y a une sorte de voix off explicative qui a été un peu décriée, mais qui est plus subtile qu'elle en a l'air, où on a des images d'illustration, on voit la caméra qui va plonger jusqu'au cœur des cellules, des mitochondries et de toutes ces choses-là. Et ensuite, le premier vrai plan entre guillemets du film, parce qu'il y a des petits stock footage avant, la caméra va partir d'un plan très large de la ville où l'intrigue se déroule, et se rapprocher jusqu'à cadrer en plan moyen Tom Cruise, qui joue un personnage qui est grutier, qui est dans sa petite cabine de grue. Et c'est ce grand mouvement qui va nous annoncer que ce qui intéresse Spielberg dans ce film, c'est de suivre à l'échelle de l'individu quelles sont les conséquences de cette espèce de désastre idéologique qu'a subi l'Amérique. Et c'est là que le film est, à mon sens, assez prodigieux, et qui va mettre en scène évidemment l'une des spécialités de Spielberg, c'est-à-dire filmer la famille. Et j'avais l'occasion déjà de revoir le film en salle au Forum des images, et en plus c'était accompagné d'une copie 35 un petit peu émaillée, donc il y avait un côté presque film de famille comme ça, et j'étais absolument bouleversé, ne serait-ce que par la première partie du film, avant que les aliens surgissent, simplement par l'évidence avec laquelle Spielberg va capter les rapports de cette famille américaine. Donc c'est extrêmement touchant, et ensuite le film va comme ça rejouer un petit peu l'arrivée de cette menace dont on ne sait pas trop, et c'est évidemment la fille dit à un moment est-ce que c'est les terroristes, de façon à la fois révélatrice, et en même temps ça cache l'idée que le film va pas du tout se limiter à cette espèce de dimension de citation en mode les aliens c'est les terroristes, puisque ça va être beaucoup plus compliqué que ça, et tout va se jouer comme ça à l'échelle de précisément de la cellule, et c'est bien la survivance de la cellule que filme Spielberg dans ce film, et qui amène le film jusqu'à sa conclusion. Je vais pas dévoiler ce qui se passe, mais disons que ce que beaucoup de gens ont pris pour une sorte de Deus Ex Machina un petit peu manichéen, justement, en fait c'est tout simplement la conséquence logique de ce parti pris du film, qui décide de s'intéresser à l'individu au sens propre, quoi. Qu'est-ce que c'est que la mort de l'Amérique vue à l'échelle d'une famille. Voilà, donc je vous conseille vraiment de redonner une chance, si vous l'avez déjà vu, ou d'aller découvrir le cœur frais et l'esprit ouvert, La Guerre des mondes, quand il repassera. C'est à mon sens vraiment un des plus grands films de Spielberg, et un film d'une maîtrise absolue, qui contient parmi ses plus grandes scènes de suspense. J'ai comme l'impression, Clément, qu'il serait temps de donner un petit cadeau à nos auditeurs, à nos petits colmateurs. Bonbon. On s'est dit que, vu qu'on n'a pas fait d'épisode depuis fin 2022, qu'on allait vous donner nos petits tops de fin d'année. Alors on va passer très vite dessus.
Eh bien, écoute, Loïc, je t'en prie. Alors, tu commences par le numéro 10, bien sûr. Bien sûr, je commence par le numéro 10, Sans suspense. filtre, donc la Palme d'Or de Ruben Östlund. T'es de droite, donc c'est ça? C'est plutôt l'inverse. Je pense que les gens qui n'aiment pas le film sont de droite. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, Pacifiction, qui se retrouve assez loin dans mon top, que j'ai beaucoup aimé, mais qui reste quand même un film qui ne m'a pas non plus marqué énormément, qui ne m'accompagne pas. L'Innocent de Louis Garrel, qui était quand même très chouette. Godland, même si je sais que Clément l'a détesté. Pas du tout. J'ai des réserves, je trouve que c'est pas mal. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Voilà. Allez voir sur Allociné, vous pourrez vérifier. Sur la critique de Criticat, bien sûr, parce que ce bougre ne vous le dit pas, mais il fait des critiques chez Criticat maintenant. Ensuite, Everything Everywhere All at Once, qui était quand même un très rigolo film avec plein d'idées très chouettes. Licorice Pizza, bien sûr que non, Licorice Pizza. C'est un truc à rappeler comme ça fréquemment. Voilà, quand même, que c'est Licorice. Ça ne sait jamais, ça ne se dira jamais Licorice, je pense. Pour beaucoup trop de raisons. Ensuite, Decision to Live, de Park Chan-wook, pas du tout. Si, c'est ça. C'est tout à fait ça. Qui était vraiment un super film avec une mise en scène vraiment dingo. Waouh, c'est dingo ici, non? Ensuite, on attaque le top 3 avec Enquête sur un scandale d'État, dont vous avez déjà parlé, qui était vraiment un film exceptionnel avec... Qu'on a traité dans Colmat. Tout à fait, qui était plein de choses intéressantes. Ensuite, Revoir Paris, encore une fois, déjà traité dans Colmat. Et pour finir, À plein temps, que j'avais déjà adoré à l'époque, qui continue à m'accompagner tous les jours. C'est vrai que tout le top 3 a été traité dans Colman. Donc là, C'est si ça. vous dites quoi, pourquoi il y a ce film, eh ben, Mais plein, je vous connais pas, écoutez bah voilà, les anciens épisodes et vous donnez à notre Patreon, ça n'existe pas malheureusement. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous nous croisez dans les rues, à nous donner directement de l'argent, un petit 5 balles, un petit 10 balles. Alors, je vais donc vous donner mon top. 2 petites précisions. N'oubliez pas déjà que Clément a des très mauvais goûts cinématographiques, donc prenez pas trop en compte ce qu'il dit. C'est ça. La première, c'est que j'ai une sorte d'ex-aequo sur les 9 et 10. Et la seconde, c'est que globalement, il y a vraiment les 1 et 2 que j'ai considéré, enfin, on va dire 1, 2, 3 que j'ai vraiment considéré comme des films majeurs de cette année. Les autres, c'est des films que j'ai trouvés excellents, honorables. Mais j'avoue que voilà, je suis moins emballé par mon top de cette année que par le top qu'on avait fait pour 2021, où vraiment, à mon sens, les grands films se bousculaient. Là, voilà, c'est le top 3, et ensuite les autres films qui sont des films vraiment que je vous conseille absolument de découvrir, mais voilà, qui sont un peu moins des grands films à mes yeux. Donc en 9 et 10, j'ai mis ex-aequo et je trouvais que ça avait du sens. Top Gun Maverick et Avatar, La Voix de l'eau. 2 films, voilà, 2 suites tardives qui proposent de redécouvrir des sensations qu'on avait perdues au cinéma, mais qui ont quand même de grosses faiblesses d'écriture. Voilà, notamment Avatar, qui a quand même, avec le HFR, qui propose quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu quand même au cinéma, donc c'est à souligner. En 8, j'ai mis 3000 ans à t'attendre de George Miller, magnifique petit livre de contes sur les affres et le pouvoir des récits. En 7, j'ai mis Incroyable mais vrai, film de Quentin Dupieux. Alors évidemment, Dupieux est pas mal décrié par une partie de la critique, mais voilà, j'aime beaucoup cette espèce de ce sens du quotidien qu'il arrive à trouver, cette idée un petit peu de la fuite du temps présent qui est aussi dans l'autre film qu'il a fait cette année, Fumer fait tousser. En numéro 6, j'ai mis Rien à foutre de Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, dont on avait aussi parlé dans l'émission. En 5, La nuit du 12 de Dominique Moll. Très beau, voilà, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les polars à l'ère du numérique qui dévoilent des affres métaphysiques. En 4, j'ai mis Revoir Paris. En 3, Leïla et ses frères. On avait mis La loi de Téhéran dans notre top de l'an dernier, film de Saïd Roustei. En 2, j'ai mis Pacifiction, voilà, un film qui touche quand même une sorte d'être au monde particulièrement fort. Et en premier, j'ai mis Enquête sur un scandale d'État. Voilà, on avait déjà détaillé notre avis là-dessus, mais c'est à mon sens l'un des films qui capte le mieux le contemporain cette année. Si vous avez vous-même votre petit top, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Écrivez-les sur un post-it et mettez-les à la poubelle. Voilà, c'est la différence d'approche entre nous deux. Il y en a un qui est sympa, l'autre qui est odieux. Je vous laisse avez mis deviner. quoi? Vous avez mis Licorice Pizza en 1 et No pour Licorice Pizza. Voilà, Ils ont sûrement écrit avec un H. Ils l'ont mis C-H-E, comme ça. Ah, bien sûr. Licorice. Voilà, qui clôt notre premier épisode de 2023. Oula. Papilleux. De 2023, bien sûr. Peut-être le dernier, d'ailleurs. Peut-être le dernier, hein, la fréquence des épisodes se dilate de plus en plus. Voilà. Bah, ce qui est bien, c'est que le prochain, vous aurez quand même l'avantage d'avoir en même temps nos top 2023 et 2024. Donc ça, c'est quand même tout bénef. Alors, on va remercier Thibaut Noireau pour la prise de son et le mixage, et pour la clarinette.
Mathias Debar pour le générique de l'émission et Joshua Lac pour le logo. Clarinette sûrement coupée au montage, malheureusement. Tu penses ? Je pense que c'est inaudible. On est en train de parler, ça fait bouh, on rigole très très fort, personne comprend pourquoi. C'est vrai. Après, à tout moment, l'image de l'émission aujourd'hui, c'est une photo de Thibaut qui fait de la clarinette. Et du coup, on comprend. En fait, on s'est dit que notre logo était très joli, mais beaucoup moins beau quand même que Thibaut Noireau lui-même. Et on remercie les parents de Thibaut pour l'avoir fait aussi beau. C'est pas pourquoi, c'est une émission à la gloire de Thibaut. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve un de ces 4 pour le prochain épisode. Une fouet. Oh putain, ça non. Coupé à 1000%. Aucun monde où c'est dans le... Un bol est plus utile quand il est vide. Ça dépend pourquoi faire. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est là au-dessous. T'es sur une page de citation. Non. Je fais depuis tout à l'heure. Bon, ok, j'avoue.